Dans cette vidéo, on approfondit les interrogations en Flynn de l'ontologie et on les complète des interrogations du système de gestion. Avant de voir les syntaxes Flynn et pour bien les comprendre, on examine d'abord trois exemples d'entités de l'ontologie de Genetrix et comment ces entités sont stockées en base de données. Si vous avez manqué un épisode précédent, je vous recommande de le rattraper avant de continuer. Il y a assez de matière nouvelle à digérer et une bouchée à la fois suffit. Dans la vidéo sur les exécutions en Flynn, nous avons vu les actions des entités qui sont un peu l'équivalent des méthodes en analyse orientée objet. Comme des objets, les entités ont aussi des attributs qui sont aussi définis dans l'ontologie. Un petit avertissement, ce qui suit est un choix de conception de Genetrix et non un impératif du langage Flynn. Ce premier exemple représente les attributs de la ressource qui sont code non unique de la ressource, description, texte descriptif, étape demande, booléen qui indique si les versions sont directement téléchargeables ou s'il faut passer par une demande, nb underscore commentaire, nombre de commentaires sur la ressource. Dans l'ontologie de Genetrix, les attributs d'une entité sont les utilisations de champs définis par le module de l'entité. Ici, l'entité ressource du module DNS a un attribut nommé code qui est défini par le lien dns.champ.code. Les caractéristiques d'un attribut, ici la forme, la longueur maximum, sont celles du champ du module. Pour stocker ces attributs en base de données, une table support dédiée à l'entité ressource est créée. On voit ça un peu plus loin. Remarquons que le lien entre le champ et l'attribut, représenté par une flèche en pointillé, n'existe pas dans l'ontologie. Le terminal code utilisé par les liens ressources.attribut.code et dns.champ.code est le même. Les deux liens partagent en fait le même nœud lié. Ce deuxième exemple est l'entité userGroup apportée par le module URI dont l'objet est la gestion des utilisateurs et de leurs habilitations. UserGroup fait le lien entre une entité utilisateur et une entité groupe et a pour attribut ID user, l'ID de l'utilisateur, ID relation, toujours alimenté avec l'ID du terminal userGroup, c'est représenté par la flèche en bleu, ID group, l'ID du groupe qu'on associe à l'utilisateur. Les champs associés à ces trois attributs sont de format ID, pas besoin de préciser la longueur. En base de données, il n'y a pas de table support dédiée à cette entité, c'est la table des liens qui est utilisée pour stocker les entités userGroup avec la correspondance suivante. L'attribut ID nœud du lien stocke l'attribut ID user du userGroup, l'attribut ID relation du lien stocke l'attribut ID relation du userGroup, dont la valeur est toujours le terminal userGroup comme on a dit, et l'attribut ID lié du lien stocke l'attribut ID group. Ces correspondances sont représentées par des flèches rouges sur le schéma. Elles sont aussi déclarées par des liens dans l'ontologie, mais on n'a pas la place de tout représenter ici et ça n'apporte rien aux explications sur les interrogations dans Flynn. Le troisième exemple est celui de l'entité flexion apportée par le module Xiang qui a pour objet la gestion du langage naturel. Une flexion est la forme fléchie d'un lemme, autre entité de Xiang. Un lemme représente grosso modo une entrée d'un dictionnaire. Les attributs d'une flexion sont langue, celle dans laquelle est définie la flexion, c'est la même que la langue du lemme par dénormalisation. ID mot, l'ID de la forme mot qui contient l'expression écrite de la flexion. ID bocal, l'ID du lemme qui contient la flexion. ID accord, ID de l'entité accord qui porte les traits de la flexion, genre, nombre, cas, mode, temps, etc. En base de données, une table support dédiée à l'entité flexion est créée. Le mot de la flexion référencé par IDMO est stocké dans la table des formes mots. L'entité accord a aussi une table support dédiée. Pour reprendre les exemples d'entités des pages précédentes, ressources, flexion et accord ont une table support dédiée. UserGroup n'en a pas et exploite la table Betty underscore lien. En rouge figurent les clés primaires uniques de chaque table, en vert les colonnes définissant ensemble une autre clé unique de la table. Maintenant que les présentations sont faites, voyons le code Flynn pour interroger les entités qui ont une table support dédiée. La syntaxe est la suivante. Une variable en sortie suivie de tilde plus le nom de l'entité, comme on l'aurait fait pour une forme. Puis % suivi de l'ensemble des attributs souhaités. Dans l'exemple, on extrait toutes les entités ressources avec leurs 4 attributs. La restitution du résultat par l'interpréteur est tout aussi sommaire que pour les interrogations des liens.
Il faudrait améliorer ça. Ça commence par une ligne d'en-tête des colonnes séparées par des caractères pipe, les lignes verticales. La colonne portant le nom de la variable, sans le dollar, restitue l'ID de l'entité. Les noms des colonnes suivantes sont composés du nom de la variable suivi de underscore et du nom de l'attribut. En fin de ligne, le nombre de lignes ramené sur le nombre total de lignes, qui sont identiques si on ne dépasse pas la limite. Sous la ligne d'en-tête, les données extraites de la base de données. Ici, une seule ligne, sauf qu'on passe à la ligne car elle est trop longue pour la largeur de l'écran. Les valeurs des colonnes sont séparées par des pipes. L'interrogation de la diapositive précédente ramenait toutes les lignes de la table. Pour ajouter un critère de sélection sur un attribut, il suffit d'ajouter la valeur recherchée suivie du signe égal devant l'attribut. Ceci ajoutera une clause where dans la requête SQL générée. Si la valeur est une chaîne de caractères, il faut l'entourer de cotes ou de guillemets. Ici, on interroge les entités groupes et on sélectionne celles dont l'attribut code a la valeur dns-administrateur. L'interpréteur ramène une ligne. Si on souhaite sélectionner plusieurs valeurs, il faut les mettre entre accolades dans un ensemble. Ici, on veut sélectionner les deux groupes dns-administrateur et moana-administrateur avec leurs attributs. Mission accomplie par l'interpréteur. Examinons le cas du deuxième exemple d'entité, les user groups. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les interrogations portent toujours sur la table support de l'entité. Il existe dans l'ontologie un lien usergroup.support.lien entre l'entité et son support, mais Flynn ne l'utilise pas pour adapter la requête SQL générée. Ce serait envisageable, mais ça attache un peu plus le langage Flynn à l'ontologie de Genetrix, et ce n'est pas la direction que je souhaite prendre. Donc pour interroger les entités usergroup, on recherche dans la table des liens en spécifiant la relation usergroup, soit par la syntaxe dédiée aux entités, en haut à l'écran, soit par la syntaxe Flynn habituelle pour les liens, id égale nœud.relation.lié2.eta, en bas. Ici, on utilise la syntaxe qui considère lien comme une entité, ce qu'il est, avec le suffixe tilde-lien, la liste des attributs du lien, et la contrainte sur l'attribut id relation qui doit être égal au terminal usergroup. L'interpréteur sélectionne et affiche 13 lignes. Remarquez qu'on a ajouté le suffixe tilde-t aux attributs id relation et id état, et que l'interpréteur a donc aussi sorti le code des terminaux de ces attributs, en l'occurrence usergroup et v. Le troisième des exemples d'entité est plus compliqué. Lorsqu'un attribut est l'id d'un terminal, d'une forme ou d'une entité, il est possible de récupérer sa valeur ou la valeur de ses attributs dans la même interrogation avec le suffixe habituel, voir les déclarations. Ici, l'attribut id accord est l'id d'une entité accord dont on suffixe la colonne id accord par tilde accord et on ajoute l'ensemble des attributs qui nous intéressent. Et comme les attributs mode, temps, nombre, etc. de accord sont des terminaux, on rajoute le suffixe tilde-t pour récupérer leur valeur. Et comme ces terminaux sont facultatifs, on rajoute le suffixe optionnel point d'interrogation, sous peine d'obtenir un résultat vide, car tous les traits possibles d'une fonction ne sont pas renseignés en même temps. Sur la ligne d'en-tête, on a les noms des colonnes comme d'habitude. Pour l'attribut d'une entité incluse, le nom d'une colonne restituée est composé de code de l'attribut entité, ici id accord, suivi de underscore, et de l'attribut de l'entité incluse, ici mode, temps, etc. Remarque, pour avoir l'assurance d'être extensible à tous les cas, il faudrait préfixer le tout par la variable initiale, ce qui donnerait par exemple flexion underscore id accord underscore mode. Pour l'exemple, voici une instruction d'interrogation encore plus compliquée qui ramène les flexions des lemmes associés aux éléments définis par les modules. On peut la décomposer ainsi. Un premier lien de relation entité, état, action, champ ou relation à l'état conf qui permet de sélectionner les éléments définis par les modules. Ce lien est ensuite composé avec un autre de relation intitulée et dont le nœud lié est une entité lemme dont on veut ramener la nature qui est un terminal. Et puis on ajoute une jointure sur la table des flexions et on sélectionne celle dont le bocal, c'est-à-dire l'entité contenante, est le lemme du lien intitulé. Et comme sur la diapositive précédente, on va chercher les traits de l'entité accord de la flexion.
Remarquons que l'interrogation ne précise pas explicitement que $module est un module, car le nom de la variable n'a pas de signification pour Flynn. Mais par construction de l'ontologie de Génétrix, l'état conf des liens est l'état utilisé spécifiquement pour les définitions, et les liens avec une relation de l'ensemble de la relation ne sont définis que par des modules. Donc il n'y a pas de risque de ramasser des liens hors sujet. Lorsqu'on exécute une interrogation, la console Flynn restitue les résultats dans son journal, mais ces résultats alimentent aussi des variables tableaux. Dans la première instruction, on utilise deux variables $entité et $action, chacune avec un suffixe tilde-t. Les variables tableau alimentées se nommeront euroentité, euroentité underscore terminal, euroaction et euroaction underscore terminal. L'indice dans le tableau est le numéro de la ligne sélectionnée. On peut bien sûr utiliser ces variables plus loin dans le code Flynn. Dans cet exemple, on fait juste afficher leur contenu par l'interpréteur. Comme pour les liens, l'interrogation des entités alimente les tableaux de variables pour chaque attribut et forme d'attribut. Ici, l'ID des liens userGroup se trouve dans les variables euroUserGroup. Le terminal des attributs état se trouve dans euroUserGroup underscore ID état underscore terminal. Pour simuler la clause where not exist du langage SQL, on combine deux éléments de syntaxe sur le lien qui ne doit pas exister. Le suffixe point d'interrogation sur la relation pour signifier qu'elle est optionnelle, le préfixe astérix égal pour expliciter que l'ID du lien doit être nul, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. L'exemple permet d'extraire les balises des vues des entités du module DNS qui ne sont ni des actions ni des champs du module, c'est-à-dire dans le modèle de Génétrix des pures balises. Pour plus de détails là-dessus, voir la diapositive balise de la vidéo sur Génétrix du framework à l'ontologie. Un petit retour sur le framework avant l'application Flynn de la diapositive suivante. Génétrix est écrit en langage PHP et s'appuie sur un gestionnaire de bases de données relationnelles utilisant des requêtes en langage SQL, à date, MySQL, MariaDB. Afin de faciliter la construction dynamique des requêtes SQL, Génétrix constitue un tableau associatif PHP dédié nommé QTab. Cette diapositive présente les éléments d'une QTab de sélection qu'on va retrouver dans la requête SQL assemblée. Il existe un autre élément nommé param qui est utile pour véhiculer des informations dans la QTab, mais qui ne donne pas de code SQL. Avant la soumission de la requête au gestionnaire de base de données, la QTab est assemblée en une requête SQL standard. La console de l'interpréteur Flynn permet d'obtenir le code PHP de la QTab d'une interrogation. Ce code peut ensuite être copié, adapté et utilisé dans l'implémentation des actions des entités. Pour générer le code PHP de la QTab au lieu d'interroger la base de données, il faut positionner la variable de contrôle $_GenereCodeRequête à l'une des deux valeurs ID ou terminal. Sur cet exemple, avec la variable de contrôle à la valeur ID, on récupère tout. La colonne ID accord underscore temps qui contient l'ID du terminal du temps de l'accord et la colonne ID accord underscore temps underscore terminal qui contient le code du terminal. La seconde option de la variable de contrôle $_GenereCodeRequête est la valeur terminal. Celle-ci permet de générer la QTab avec la colonne ID seulement s'il n'y a pas de suffixe de forme, la colonne terminal ou forme, nommée selon l'attribut mais sans suffixe. Sur cet exemple, on voit que l'attribut temps de l'accord n'a qu'une colonne en sortie nommée ID accord underscore temps et qu'elle contient le code du terminal. Pourquoi cette option de $_GenereCodeRequête ? Parce que par expérience, dans la grande majorité des utilisations, l'ID des terminaux n'est pas nécessaire. De plus, le suffixe underscore terminal sur le nom de colonne généré avec l'option ID alourdit le code PHP qui utilise le résultat de la requête. Bravo, vous venez de terminer les interrogations en Flynn. Je ne délivre pas de certificat, mais le cœur y est. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi essayer Flynn par vous-même en vous créant un compte sur le site test.genetrix.com. Ou encore, vous attaquez dès maintenant aux inférences, c'est ma partie préférée.